Nous sommes donc dans la rubrique Le Grand Entretien. Pour rappel, mon invité du jour, c'est Madame Odia Kourouma. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? En forme? Très en forme, oui. Dieu merci. Oui. Ok, vous êtes Madame Odia Kourouma, Oui. fondatrice et directrice exécutive de l'ONG Agir pour la santé sexuelle en Guinée. Présidente du club Femmes Talent Ratoma et membre de la communauté Malaf Guinée, maison donc du leadership et d'accompagnement des filles et femmes en Guinée. Assistante comptable à la maison de la démocratie et des droits des hommes, M2DH. Vous avez plusieurs casquettes en tout cas de bénévoles. Donc l'ONG Agir, le club Femmes Talent et aussi la maison du leadership. Ça fait 3 ONG. Hein? 4 ONG, parce 4 que la Maison ONG. de la démocratie aussi. Ah, la Maison de la démocratie aussi, c'est une ONG, donc ouais. 4 ONG. Pourquoi choisir le bénévolat? Et moi, je pense que le bénévolat, pour moi, c'est une passion et aussi c'est une façon d'aider autrement. Et parce qu'il ne faut pas dire forcément il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai ce bien pour pouvoir aider ma communauté. Et pour moi, le bénévolat, je me sens à l'aise dedans. Je me sens bien dedans parce que j'aide à ma façon et ça plaît bien aux personnes que j'aide. Donc pour moi, le bénévolat est une passion et il le faut d'ailleurs. Super. Alors, c'est l'ONG, donc l'ONG Agir pour la santé sexuelle que vous avez créée et ça fait combien de temps? Je l'ai créée, elle n'est pas carrément officielle, mais je l'ai créée au mois de décembre 2024. D'accord. Et je l'ai créée, en fait, il y a une cause. Et cette cause, c'était quoi? Souvent, nous, les filles, on grandit dans un environnement où on n'a pas le choix ou la chance de nous exprimer sur nos désirs. Donc, j'étais avec un groupe d'amis et on avait toutes et tous des visions, en fait. Mais j'ai vu le rêve d'une amie qui a été brisé par un mariage forcé. Et parce que... quand elle allait refuser ce mariage, elle allait se retrouver avec sa maman qui n'avait pas de moyens dans la rue. Donc, on faisait la 9e année, elle a accepté ce mariage. Et un mariage d'un diaspo. D'accord. Voilà, d'un diaspo qu'il a épousé. Et après le mariage, le monsieur, il était là. Et après la première, première nuit, la petite est tombée enceinte. Le monsieur est parti de la 9e jusqu'à maintenant là. Elle a plus revu son mari. Son mari. Sa maman est décédée maintenant. Son papa est décédé. Donc, elle vit seule avec la petite fille qu'elle a eue derrière le monsieur. Donc, ma copine, elle n'a pas eu la chance de poursuivre ses études de 1. Elle n'a pas eu aussi l'accompagnement nécessaire des parents et nous, ses amis, parce qu'on ne connaissait pas, nous aussi, nos droits. On ne savait pas que les filles ont des droits. Les filles ont le choix de dire non. Les filles ont le choix de décider de leur consentement. Parce que vous savez, ça, c'est l'école qui apprend, mais la société refuse de nous apprendre ses droits. Voilà, et surtout quand on n'a pas le soutien familial. Donc, la deuxième chose, c'est quoi? Je suis comptable de formation, mais je ne me sens pas très en forme, en fait, dans ce métier. Je me dis que j'ai une autre lutte à mener. Donc, récemment aussi, je partais à travers la M2DH, je partais dans les zones, comme comptable dans les zones rurales et les zones reculées à Kassa, à Fotoba. Donc, j'ai rencontré des petites filles et je voyais des petites filles qui ont 16 ans, qui ont 2 enfants. D'accord. Oui, soit par viol et soit des fois par consentement, parce que quand j'ai demandé quelques petites, il y a les mamans même qui planifient leur enfant. Dès qu'elle a ses premières règles, on te planifie. Parce qu'elles n'ont pas de moyens pour assumer pour prendre en charge leurs enfants quand elles tombent enceintes. Et il y a aussi les filles qui disent carrément, il y a la fraîcheur ici. Ah. Oui, il y a la fraîcheur ici. Donc, et même quand tu demandes la virginité, on te dit carrément, il n'y a pas de fille vierge. On te le dit, mais bon. Et les filles n'ont pas de soutien familial. L'échange entre les filles, parce que moi, le fait qu'on a eu des échanges avec les petites filles, ça leur a donné le courage et
au final, elles ont dit qu'elles ont un avenir, même si elles n'ont pas eu la chance de terminer l'école ou bien la chance d'aller à l'école. Mais à travers les métiers qui sont là, elles vont ici et fort se donner à fond pour pouvoir enlever leurs parents dans cette pauvreté. D'accord. Ouais, en tout cas, c'est vraiment dommage oui, d'avoir ces informations, même des petites filles. Oui. Et après, quand on parle de planification, on dit que les parents poussent les enfants voilà. À se planifier. Non, pas à la planification, mais à la perdition, c'est-à-dire rester avec les hommes et tout. Mais moi, je me dis aussi que si la planification n'est pas là, les enfants vont quand même tomber enceintes et ce sera pire que voilà, de rester sans être planifié. D'accord. Donc, avec déjà l'ONG, parce qu'on va parler de ces ONG, et comment vous, justement, et quel est le rôle essentiel déjà de l'ONG, agir pour la santé sexuelle. D'accord. Et nous œuvrons afin de briser le tabou qui existe autour de nous. On le sait déjà, on a grandi dedans. Et aussi à donner l'accès aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux jeunes en global, avoir accès à l'information sur la santé sexuelle et aux services de soins de santé et aussi surtout à avoir un espace safe, là où ils peuvent venir se confier, parler de leurs soucis, les accompagner sans leur juger, les écouter. Et déjà, on a un groupe WhatsApp et en langue nationale, un groupe safe en langue nationale et en français. Et chaque week-end, il y a un sujet, on débat dessus et on échange, on se donne des idées, on se donne des informations, on apprend et aussi ces filles et ces jeunes apprennent au fur et à mesure avec nous. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien surtout. Et voilà, parlant de santé sexuelle, parce que moi, j'allais vous demander tout de suite, là, est-ce que vous avez fait la santé? C'est pourquoi vous vous êtes un peu axé sur la santé sexuelle. Pourquoi ce choix-là, exactement? Bon, et pourquoi ce choix exactement? Et je suis la fille d'un pharmacien, d'un médecin. D'accord. Voilà, et mon père, chaque fois, il a voulu que je fasse la médecine, mais ce n'était pas mon choix. D'accord. Donc, j'aspirais travailler dans la banque. Et donc, c'est d'ailleurs ça le choix de la comptabilité. Mais mon papa voulait toujours que je prenne la relève. Donc, quand il est décédé, amen. Quand il est décédé, ses enfants étaient là, personne n'a fait la médecine. Le flambeau, oui, voilà. On a pris le flambeau. Donc, je me suis dit, comme je n'ai pas fait la médecine, mais il y a des formations nécessaires aujourd'hui à travers les institutions internationales. Voilà. Donc, j'ai fait allusion aussi à mon vécu, qui est à mon vécu. Donc, j'ai combiné les deux pour me lancer dans la santé sexuelle et reproductive. D'accord. Et si je comprends bien, l'ONG Agir pour la santé sexuelle vous appartient, mais les autres ONG, vous êtes juste membre. D'accord. Parlez-nous du Club Femmes Talent Ratoma. D'accord. Et le Club Femmes Talent Ratoma est une ONG qui a été fondée par Mme Fatmata Ibrahim Kamara, que je tiens à remercier d'ailleurs, c'est ma marraine, et est un espace de mentorat, de sororité et surtout d'autonomisation des jeunes filles. D'accord. Et nous formons, nous mentorons les jeunes filles et aussi on leur permet de s'autonomiser en fait à travers l'entrepreneuriat. On leur forme, soit si c'est en pâtisserie, il y a ces branches. Aussi à être des formateurs. Parce que c'est une ONG féminine. C'est ça. Voilà, donc en fait, à être carrément indépendante. Donc, nous avons des élèves, nous avons des étudiants et nous avons aussi même des employés au sein de l'ONG. D'accord. Donc, Femmes Talent Ratoma, c'est juste pour Ratoma ou Non. Il y a l'ONG Femmes Talent. Maintenant, il y a des clubs. Nous avons le club Ratoma. Moi, je suis la présidente du club Ratoma. Ça marche. Nous avons le club Matoto, nous avons le club Matam et le club Kalum. Nous avons même Femmes Talent Sigiri et Kanka. Donc, nous sommes un peu partout. Ça, c'est bien. D'accord, on va aller avec la communauté Malaf Guinée. La communauté Malaf Guinée, d'abord, c'est l'ONG de Kadjet Konaté. Et la directrice exécutive est Oumouawa Diallo. Donc, cette communauté, je l'ai intégrée. Pourquoi? Déjà, moi, je suis là, j'ai une nouvelle ONG. Et donc, vu en fait, les objectifs en commun
Kadiat Konaté aussi, presque je dirais que tout le monde la connaît, c'est une militante comme moi, oui. Mais elle a plus d'expérience que moi, donc et je me suis dit d'intégrer cette communauté et à travers nos forces unifiées, on pourra faire plus en fait. C'est ça. Donc la communauté Malaf, elle est là et il y a les opportunités, on nous accompagne, on partage des opportunités, on s'entraide et on est là. D'accord. Ouais. Donc, Malaf Maison, et puis vous êtes aussi assistante comptable à la Maison de la démocratie et des droits de l'homme. Oui. Oui, parlez-nous de ça Et la aussi. Maison de la démocratie et des droits de l'homme, comme vous l'entendez parler, c'est une maison et nous évoluons dans le domaine de la santé. D'accord. Si vous voyez, en fait, c'est en lien, toutes les ONG dans lesquelles je suis, voilà, dans la santé, les droits humains. Et aussi, la maison accompagne les nouvelles ONG. Et vous venez vous adhérer à la maison. D'accord. Vous n'avez pas de siège, faites vos activités gratuitement. On vous accompagne, on vous forme. Nous avons aussi des volontaires au sein de la maison. Nous avons des bénévoles au sein de la maison. D'accord. Et ils sont situés où? À Nongo, Morikantea. D'accord. Oui. Ça marche. En tout cas, vous avez toutes ces casquettes-là. Donc, tout centré dans le domaine du bénévolat. Ça ne fait pas trop pour vous? Vous arrivez à supporter? Oui, je parviens à supporter tout et à rappeler aussi que je suis mariée, mère de 2 enfants. Ah, d'accord. Et ce n'est pas chose aisée, mais j'ai commencé par la communauté. Je me sens très bien à l'aise. Souvent, il y a des gens qui me demandent, Odia, depuis 2018, tu es sur le terrain, tu te grouilles, mais... pense à toi. Oui, je pense à moi très bien parce que si d'abord ma santé physique et morale n'y est pas, je ne peux pas aider les autres. C'est ça. Donc, je prime sur ça d'abord et après j'aide les autres. Je me sens très à l'aise dans ça. D'accord. Donc, des fois, je peux rester dehors jusqu'à 20h. Il y a les enfants qui m'appellent, mais je parviens vraiment à gérer, surtout avec l'appui de mon mari qui part avec les enfants à l'école. Il rentre à 17h. Donc, même les dimanches, si je ne sors pas, il y a les enfants qui me demandent, maman, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Donc, je me sens très bien à l'aise dedans. Ça, c'est bien. Et surtout avoir un partenaire qui vous accompagne. Oui, en tout cas, ce n'est pas chose donnée à tout le monde. Donc, on va rebondir sur l'ONG Agir pour la santé sexuelle en Guinée. Alors, comment est-ce que vous sensibilisez les gens? Et juste avant de commencer, je vais juste rappeler le sujet du jour, qui est donc, on parle de viol sur mineur et comment punir le violeur. On va en débattre juste après votre interview. Donc, autant dire, on se demande s'il faut réellement castrer les violeurs, s'il faut les punir à perpétuité, à peine lourde, plus les amendes, ou qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Donc, libre antenne à tout le monde. Vous pouvez nous appeler au 612 36 36 11 pour partager en tout cas votre expérience avec nous, mais surtout les infos de chez vous. Donc, on va aller avec on va continuer avec votre interview. D'accord. Et sur la sensibilisation, moi, d'abord, j'ai commencé chez moi, dans la cour de mon mari, parce que je vis dans une concession familiale. D'accord. Et voilà. Ça marche. Voilà. Avec mes belles-mères et mon beau-père. Donc, j'ai commencé d'abord dans ma propre cour à sensibiliser. Je viens et je demande... sur la santé, tu m'expliques. Donc, j'aborde, je ne viens pas vers toi directement pour dire la santé sexuelle. D'abord, je t'écoute et je sensibilise. Nous, maintenant, comment nous le faisons? On a commencé par mon propre quartier à Morikantea. D'accord. Donc, avec les petites filles, dans les ateliers de couture, on les approche. Souvent, je commence par les règles, les menstrues. D'accord. Des choses il y a vraiment le tabou dessus. Donc, je commence par ça. J'échange avec les petites filles. Donc, et je leur donne aussi la latitude, en fait, de sensibiliser eux-mêmes. Donc, quand je pars, je me mets dans la peau de cette communauté. Donc, on vient vers eux. Et souvent aussi, on se focalise sur la langue nationale, en fait. D'accord, oui. Parce que c'est pas toutes les filles, toutes les femmes qui ont eu la possibilité d'aller à l'école. C'est ça. Donc, nous sommes là pour porter la voix et des filles, des femmes marginalisées. C'est ça. Donc, nous sensibilisons à travers la communauté, en fait. Donc, on ne vient pas directement imposer ce qu'on veut imposer à la communauté, mais nous faisons
en tant qu'échange, on échange avec eux. Donc, après, on envoie notre appui, les informations qu'on a au sein de nous et pour les accompagner. Et souvent aussi, on a toujours des retours positifs parce qu'ils nous contactent, ils nous appellent pour les questions. Donc, et comment vous faites avec les questions taboues? En tout cas, nous, on veut entendre parce que ce n'est pas chose aisée pour tout le monde et surtout pour les femmes qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas avec leurs filles. Elles disent que ce n'est pas chose aisée parce qu'il faut savoir qu'elles aussi, elles n'ont pas eu cette chance avec les parents. Donc, c'est un peu de la mère à l'enfant. Et bon, comment... pour moi, au début, ce n'était pas facile parce que quand je commençais à aborder le sujet, je me disais, tu n'as pas honte, tu es musulmane. Voilà, il y avait tout ça. Mais moi, déjà, dans ma tête, j'aide les autres, en fait, à ne pas subir ce que j'ai subi à l'enfance. Donc, je viens... surtout, chaque fois quand j'ai une sensibilité, je pars avec un homme. Je pars avec un homme. Je commence parce qu'il y a d'autres qui se sentent humiliés quand il y a un homme qui est là, qui échange avec nous. Donc, moi, je suis là. D'accord. On échange. Et bon, en fait, moi, je me sens très à l'aise. Il n'y a pas de honte ou de tabou dedans. D'accord. Parce que déjà, si quelque chose est une passion pour toi, quelles que soient les circonstances, tu tiens fort. C'est ça. Tu tiens fort et puis ça passe. Ça passe. Donc, je ne rencontre pas de soucis. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez fait combien de campagnes ou d'activités sur le terrain? D'accord. Et à rappeler que c'est une nouvelle ONG. Oui, vous l'avez dit. Donc, on travaille sous nos propres financements. Donc, nous sensibilisons sur notre plateforme à travers les campagnes numériques. On a fait la campagne sur les menstruations. D'accord. On a eu des vidéos. J'ai demandé les amis qui m'accompagnent à faire des vidéos, hommes et femmes, pour parler de la menstruation, pour briser le tabou. Et aussi, souvent, on fait des directs sur la plateforme pour parler de la sexualité avec les parents et demander les avis des gens. Et aussi, chaque week-end, parce que ça, il y a ça dans notre programme, chaque week-end, on choisit un thème ensemble, on fait un débat et 2 groupes en fait. Donc, le débat pour et contre et au final, on fait une conclusion. Et là, on est en train de mettre en place une session de formation pour les jeunes et dans les zones rurales pour les former sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Ça, c'est bien en tout cas. Et pendant cette formation, donc la sensibilisation déjà, quel a été le retour des gens, des filles qui ont été sensibilisées? Et il y a eu beaucoup de retours parce qu'on ne sensibilise pas juste pour leur laisser. C'est ça. On sensibilise. Il y a un suivi continu. Voilà, il y a un suivi continu. Et aussi, quand on parvient à sensibiliser cette jeune fille, souvent on choisit les jeunes filles qui ont vraiment une voix qui porte dans leur communauté. Donc, quand on leur sensibilise, on leur confie aussi la tâche à leur tour d'être la lead ou si c'est un homme, le lead de sensibiliser autour de lui au sein de cette communauté. D'accord. Le partage, en fait, continue. Donc, oui, quand tu reçois, tu partages. Tu partages. Donc, et au fur et à mesure, le groupe, il est là. Chaque fois qu'il sensibilise aussi, on ajoute ces personnes sensibilisées autour et dans le groupe afin de continuer. D'accord. Et vous êtes à combien de membres actuellement? Vous êtes combien dans l'ONG? Dans l'ONG, nous sommes présentement au nombre de 8 au sein de l'ONG, mais dans la communauté et dans le groupe WhatsApp, on a plus d'une centaine. C'est quoi vos projets futurs? Qu'est-ce que vous voulez faire déjà pour le reste de cette année? D'accord. Et bon, pour le reste de cette année, nous avons décidé de passer dans les écoles, sensibiliser, parce qu'entendre parler de santé sexuelle, il faut de l'hygiène. Donc, quand on passait dans les écoles pour des causeries éducatives, souvent, moi, je prenais le temps de visualiser en fait les toilettes. D'accord. Donc, souvent dans les écoles publiques, il y a les toilettes qui sont sales et qui ne sont vraiment pas adaptées pour les élèves, pour les jeunes filles surtout. Donc, quand je prends l'exemple sur l'école publique d'Anta, ils n'ont pas de toilettes.
Ah, une école où il n'y a pas, Oui, d'accord. il n'y a pas de toilette. Et donc, les filles sont obligées de sortir quand elles ont besoin de se mettre à l'hygiène dans leur cycle menstruel, de sortir pour sortir hors de la cour de l'école pour changer soit pour aller dans le voisinage ou dans soit, un coin isolé. Donc voilà, et sensibiliser autour de ça et voir, même si on peut avoir un accompagnement pour vraiment mettre en place des toilettes. D'accord. Raison pour laquelle même j'ai adhéré à la communauté Malaf, parce que Malaf est là souvent, il détecte les écoles qui n'ont pas de toilettes, qui n'ont pas de toilettes pour en fait cotiser et demander des soutiens pour mettre des toilettes dans ces écoles. Donc on a ce projet, et l'autre projet c'est aussi de sensibiliser les parents et afin d'avoir cette force et ce courage d'échanger avec leurs enfants. Les petites ont quelque chose à dire, elles veulent qu'on les écoute, donc de prendre le courage et la force d'écouter les enfants et d'échanger avec eux sur la sexualité, sur le tabou, et pour briser en fait le tabou. Donc, ça, c'est important. Donc, pour le reste de cette année. Et après, se lancer prochainement pour la nouvelle année qui vient. Inch'Allah. Ça, c'est d'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, moi, je rencontre beaucoup de difficultés. D'abord, il y a la stigmatisation de la société. Et souvent... Surtout dans le domaine où vous êtes, la santé sexuelle et reproductive. Souvent, quand je parle de la santé sexuelle, on me dit, Odia, tu as des enfants et ce sont que des hommes, donc tu parles de sexualité, c'est vraiment pas bien pour une femme, surtout mariée. Déjà, il y a un stéréotype. Oui, devant les gens. Donc, la deuxième chose, c'est quoi? Des fois, j'ai la pression familiale. Des fois, il y a un maman qui me dit, tu ne dois pas parler de ça. Donc, c'est pas toutes les vérités qu'on doit dire. Faut cacher. Mais bon, je dis d'accord, mais je fais ce que je veux faire, en fait, parce que je vise quelque chose. Je veux que la société change, en fait. Que les filles sachent qu'elles ont des droits, qu'elles ont le droit de choisir. Et aussi, il y a l'entourage. L'entourage, quand je parle de sexualité, et on me dit que Dieu a caché, en fait, ce que Dieu a caché, moi je veux exhiber ça. Donc, il y a aussi ça. Donc, je fais face à plusieurs stigmatisations, mais et vous savez, le combat que vous êtes en train de faire est tellement noble, parce qu'avec vos petits garçons déjà, en grandissant, quand vous leur apprenez la santé physique, sexuelle et reproductive des femmes et des hommes, ils vont apprendre, ils vont mûrir, ils vont grandir. Là, quand ils seront grands, ils se diront non, ça, je connais ça, je ne connais pas. Je dois faire ci, je dois pas faire ça. Donc, si tous les parents faisaient la même chose ou presque la même chose, je pense qu'il n'y aura pas de bourreau voilà, dans nos sociétés. Je ne dirais pas complètement, mais en tout cas, ça va diminuer. Et que ça soit, parce que l'éducation commence par quoi? La mentalité déjà. Voilà, il faut savoir expliquer à son enfant ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on doit faire ou pas. Ça va beaucoup améliorer la situation. Voilà, justement, la situation et éviter le pire. Donc, qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites? Et ce que j'aime, en fait, j'ai autour de moi une sororité. J'ai des amis qui croient à mes idées folles, qui m'accompagnent et qui me soutiennent. D'accord. Donc, il y a ça aussi. Et il y a aussi l'ancrage de la communauté qui est en moi. Donc, il y a aussi le soutien de mon mari. Ça n'a pas été facile, mais bon, comme il a vu que il faut que, en fait, je veux le faire, quels que soient les soucis, je vais le faire. Donc, j'ai son soutien. Et en fait, tout le groupe, je suis entourée en fait des personnes qui croient en ce que je fais et qui m'accompagnent dans ce que je fais. D'accord. Donc, il y a ce que j'aime autour de moi. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut mieux soutenir les jeunes filles et femmes? Vous avez déjà parlé de sensibilisation, vous avez parlé de formation. À part ça, comment est-ce qu'on peut les aider? Et on peut leur aider aussi à s'autonomiser, parce que si elles sont autonomes, et aucun bourreau ou aucun homme ne pourra
leur manier l'esprit pour faire d'elles et ce qu'ils veulent faire d'elles. Donc, il faut aussi les autonomiser. Celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, il y a les activités et il y a les ateliers de couture. Aujourd'hui, on peut tout faire. Avant, on pouvait s'appuyer sur nous pour nous enterrer, mais aujourd'hui, nous sommes, à travers les ONG, nous sommes informés, nous sommes formés. Donc, on peut aider les filles à connaître d'abord leurs droits. Donc, quand ça c'est connu, on les accompagne aussi à être autonomes et indépendantes. D'accord. Le rôle des hommes dans ce que vous faites? Les hommes ont un grand rôle à jouer. Et seuls, on ne peut pas tout faire. Oui, et donc avoir les hommes auprès de nous, et ça peut aussi casser ces stéréotypes, la masculinité positive, les forchés. Et quand on forme les jeunes, je pense que la mentalité peut changer. Elles peuvent eux aussi transmettre ce qu'ils ont appris pour briser cette stigmatisation, pour briser ce stéréotype et afin d'atteindre l'objectif visé. Donc, travaillons avec eux, approchons-les, informons-les et sensibilisons-les. Je pense qu'ils vont comprendre afin d'atteindre nos objectifs. D'accord. Juste avant de continuer, donc, je vais juste récapituler le sujet du jour. En tout cas, comment est-ce qu'on peut punir un violeur? Libre antenne à vous, le 612 36 36 11 pour les appels, le 612 36 36 12 pour les messages. En tout cas, rejoignez-nous sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, YouTube, TikTok, sur notre site web, le www.kdfm.com. Et si vous nous écoutez aussi via votre poste radio, nous sommes sur la 101.9. On va continuer donc avec notre invité du jour. On va débattre déjà sur ce sujet de viol. Et après, je vais essayer d'expliquer réellement ce qui s'est passé. Et on continue donc avec toutes les ONG que vous avez. 3 dont vous faites partie et une qui vous appartient. Comment vous faites pour répartir les tâches quotidiennes? D'accord. Et d'abord, la priorité, c'est mon ONG et la Maison de la démocratie, parce que c'est à travers ce que je gagne à travers mon bénévolat à la Maison de la démocratie que je parviens à financer les activités de mon ONG. C'est ça. Donc, et aussi, la M2DH nous accompagne dans ce que nous faisons. C'est une maison. Donc, les nouvelles ONG, ils accompagnent les nouvelles ONG à être autonomes eux aussi. Donc, je travaille, j'ai un groupe derrière moi. Je suis à la tête, mais je ne suis pas seule dans l'ONG, Agir pour la santé sexuelle et productive. Et j'ai un groupe, on travaille ensemble. Et ensuite, parlant de la Maison de la démocratie aussi, et des fois, en fait, le travail, c'est de 9h à 16h. D'accord. Mais je pars au-delà en travaillant aussi sur mon propre ONG. Et la communauté Malaf aussi est la 3e priorité parce que si aujourd'hui, parce que j'ai connu ces deux à travers le club des jeunes filles d'Air de Guinée. Et d'ailleurs, c'est à travers ce club que j'ai connu que les filles avaient des droits. D'accord. Donc, je travaille aussi sur les activités de Malaf. Et je ne sais pas si vous avez vu lors du festival. Donc, en fait, je travaille un peu partout, mais la priorité, c'est mon ONG et la Maison de la démocratie des droits de l'homme. En tout cas, faites bon ménage. Merci. Ça va aller, je vous encourage beaucoup. Alors, aujourd'hui, avec les ONG, quelle est la place réellement des ONG dans notre société? Qu'est-ce que toutes les ONG, parce qu'on voit au jour le jour que les ONG ne font que naître, chaque ONG avec sa particularité. Il y a d'autres qui parlent de la reproduction, il y a d'autres qui parlent des violences basées sur le genre, il y a d'autres qui parlent aussi sur l'environnement, etc. C'est quoi leur rôle dans notre société? Oh, d'accord. Les ONG sont là pour dénoncer et pour accompagner, pour sensibiliser. Mais on n'est pas écoutés, surtout nous, les militantes féministes.
Et on n'est pas écouté. Pourquoi on n'est pas écouté? Nous sommes là, nous dénonçons, nous accompagnons, nous sensibilisons, nous soutenons. Mais il faut aussi qu'il y ait l'implication des organes. D'accord. Et des organes qui doivent travailler avec les ONG. Et quand nous dénonçons sur les réseaux sociaux, on nous insulte, on nous pointe du doigt. C'est peut-être à cause de cette dénonciation. Oui. Parce qu'on se dit, bon, ce qui est caché, vous mettez dehors. Dehors. Et il le faut carrément. Parce que si on se tait dessus, ça ne fera qu'empirer les choses. C'est ça. Donc, souvent, quand nous dénonçons, il y a le ministère de la Justice qui doit nous accompagner, il y a la promotion féminine qui doit nous accompagner. Mais on nous dit non, il y a des lois qui sont là. Quand il y a un souci, il y a les lois qui sont là, on applique la loi sur les personnes. Mais quand un voleur de téléphone est puni à 10 ans et un violeur est puni à 18 mois, je pense qu'on ne nous prend pas au sérieux. C'est ça. On ne nous prend pas au sérieux. Et un meurtrier qui est puni à 10 mois. 10 mois, voilà, on ne nous prend pas au sérieux. Donc, d'abord, il faut que nous, les ONG, nous leur montrons que nous avons un droit, nous avons une voix et en fait aussi aux organes de nous écouter, de nous accompagner, d'avoir des espaces d'échange avec nous pour vraiment savoir ce qu'on veut et eux aussi ce qu'ils attendent de nous. D'accord. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Qui est-ce que vous voulez être dans 10 ans? Et je veux être cette femme qui, malgré les défis, qui, malgré tout ce qu'on dit autour d'elle, parvient à être la première à donner le choix, la force et à briser les tabous autour de la santé sexuelle et reproductive. D'accord. Que chaque femme, je veux être cette femme qui a donné la latitude à toutes les femmes, quel que soit leur domaine d'intervention, que ce soit... Oui, voilà. Et à étudier, n'a pas étudié. Ok, d'accord. À avoir et à connaître qu'elle a de la valeur, qu'elle a du potentiel, qu'elle a le droit, qu'elle a le droit, qu'elle a aussi sa place dans cette société. C'est ça. Qu'elle ne doit pas être piétinée, qu'elle ne doit pas être enterrée, que sa lumière ne doit pas être éteinte. C'est ça. Donc, je veux être cette femme qui a osé parler de sexualité partout, sans honte, sans regarder le regard des gens. Donc, je veux être cette femme qui, malgré tout, a osé parler de la santé sexuelle et reproductive et faire de cette santé une priorité en Guinée. Justement, déjà, il y a 2 cas. Vous avez parlé des menstruations tout à l'heure. Et aussi, il y a le cancer de sein. Parce que chaque octobre, on fait, c'est le mois dédié au cancer du sein. Donc, si par exemple, vous vous levez un matin, vous parlez des menstruations, vous parlez des cancers du sein. Vous savez que ces cancers-là, tout le monde ne connaît pas les symptômes, tout le monde ne connaît pas comment est-ce qu'on peut détecter sur un sein. Et vous partez dans les hôpitaux, vous partez, dans les écoles, vous partez dans les sur les places publiques, vous mettez les affiches du sein qui est déjà sorti dehors. La menstruation, vous prenez la couleur du sang, justement, pour montrer aux filles les différentes couleurs de sang, si elles sont bien portantes ou pas. Ça cause déjà un petit problème, surtout aux côtés des religieux. Et ces religieux-là, comment vous faites pour vous en sortir? Et concernant ces religieux, et moi je pense que l'islam ne refuse pas l'éducation. Voilà, l'éducation. L'islam ne refuse pas. Donc, les vrais religieux, je vais dire, les vrais religieux savent qu'il est nécessaire de parler de ça, qu'il est nécessaire de le dire. Parce que parler permet
de changer les mentalités, en fait, d'informer. Mieux on est informé, mieux on partage l'expérience, mieux voilà, les choses s'apaisent. Ça pèse. Donc, et les vrais religieux, et à nous voir dans ce qu'on fait, ils ne feront que nous accompagner. Mais est-ce qu'ils prennent la religion en leur façon, en leur manière? Donc, c'est à eux de d'abord laver leur mentalité, de changer leur mentalité et s'informer très bien sur leur religion avant de stigmatiser ou avant de rejeter. Donc, les vrais religieux, bon. En tout cas, il faut qu'ils aident, qu'ils aident déjà. Même parce que les religieux aussi, ils conseillent, ils partagent, voilà, ils partagent. Mieux vaut dire, allez vers les gens qui vous expliquent vous avez quoi, qui vous expliquent votre maladie. Par exemple, si une jeune fille va se confier, par exemple, chez vous, la petite fille va acquérir en connaissance, voilà, sur sa santé déjà, parce que quand la fille est en menstruation, vous leur diriez, il faut faire ceci, il faut changer les cotons au moins minimum 4 fois par jour, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc tout ça là, aujourd'hui, les femmes, les mamans n'ont pas la latitude de partager ces informations avec leurs filles, parce que c'est tabou. Qu'est-ce que vous leur direz à ces mamans-là? Et bon, moi, il y a quelque chose que j'aime souvent dire. Souvent, nos parents, nos mamans ne nous parlent pas de sexualité. Non, du tout. Mais le jour de notre mariage, et elles se permettent de tout expliquer le même jour pour dire, en fait, en code. Nous savons, nos mamans parlent souvent en code. C'est à nous de détecter ces codes. Et le jour du mariage, on te dit, en fait, on veut t'expliquer ce qui t'attend. Donc, et si elles ont eu le courage, le jour du mariage, à nous parler de sexualité, je pense qu'elles auront le courage de nous parler de la sexualité, de la santé sexuelle, en fait, tout ce qui va avec, tous les jours. Donc, aux mamans, moi, je leur dirais que vos filles sont vos copines, sont vos amies et sont vos sœurs. Donc, quand vous leur laissez s'informer à travers l'Internet, à travers les sites, bon, parce qu'on ne peut pas tout contrôler auprès des enfants ou dehors, et c'est pas tout le monde qui nous donne les informations que l'on veut vraiment avoir. Il y a d'autres qui donnent des informations et qui ne sont pas vraies. Donc, si nous refusons à travers le tabou qui existe, à travers les traditions, à travers les coutumes, nous acceptons et de laisser nos enfants sortir et s'informer comme elles veulent, et le pire viendra. Donc, approchons-les et conseillons-les, échangeons avec les, écoutons-les. Et ça va porter fruit et ça va donner aussi le courage et les enfants vont oser à se confier à nous. C'est ça. Donc, aux mamans, que ce soit les filles, les garçons, conseillez-les et éduquez-les. Il y a l'école qui est là, oui, mais la base aussi, c'est à la maison. C'est à la maison. Donc, nous comptons sur toutes les mamans et aussi aux papas, parce qu'il y a les papas aussi qui brisent le tabou. Donc, à accompagner leurs enfants, surtout les jeunes filles. Moi, je connais un monsieur là. Malheureusement, il a perdu sa femme très tôt, un peu très tôt. Mais bien avant ça, parce qu'il avait déjà une fille qui a grandi quand la maman était là. Et après, bon, les autres filles sont petites. Il n'a eu que des filles. Il a eu 5 filles. Et les dernières filles, au lieu que la grande sœur s'occupe de ses filles, c'est lui-même qui s'occupe d'elle, en payant les slips, les soutiens-gorge, que ce soit voilà, les cotons hygiéniques. Chaque fin de mois, il demande à chaque fille comment s'est passé tes menstrues, tu as eu ça, tu as eu ça. Donc, avant même que les enfants viennent, il prépare voilà, des tisanes pour chouchouter ses filles. Je dis ça, c'est parce que le monsieur même a été informé. Voilà, il a voulu aussi exactement casser le tabou et puis partager cette expérience avec ces filles-là. Donc, comme et oui, bien sûr, là, et le monsieur, donc, moi, je pourrais dire qu'il aura l'esprit tranquille, parce que ses enfants, même si un jeune l'aborde dehors, donc, et elle aura le courage de venir parler à son papa. Et sa première fille est comme sa femme, disons comme ça, là. Parce que quand je les vois assis, sa première fille a grandi, mais si on ne dit pas que c'est sa fille,
Tu vois, que c'est sa femme. Ok. Parce qu'ils se partagent tellement de choses. Avant même que sa fille soit mariée, il faut leur voir assis. Ils se parlent. Bon, papa, il y a ça, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Tu pousses même l'enfant à te parler en premier au lieu d'aller raconter ses problèmes à d'autres personnes. Oui. Justement. Oui, c'est ça. Donc, parlant donc des mamans et tout, des parents, il faut qu'ils sachent réellement que les enfants sont les amis. Vous avez soulevé le cas du mariage tout à l'heure là, qu'il y a des conseils qui viennent que le jour du mariage, surtout la nuit de noces. En t'amenant chez ton mari. Justement, en t'amenant chez ton mari, tu vas voir, il y a tous ceux qui savaient là. Depuis le début, que ce soit les oncles, les tantes, les mamans, tout. Ils vont tout expliquer de fond en comble. Bon, la femme doit faire ci, la femme doit faire ça. Et puis on se dit, ah, moi je savais pas ça avant. Si tu me disais ça, bon, j'ai appris avec les amis, justement avec les amis, la société. Mais si, voilà, si vous me disiez ça avant, j'allais me préparer à beaucoup de choses. Voilà, donc il y a tout ça. Et il parle aussi de perdiction, que si on parle de sexualité aux filles, elles vont se perdre, elles vont oser aller. Mais c'est plutôt les filles qui ne sont pas informées, qui, par curiosité, partent voir réellement ce de quoi il s'agit. Oui, exact. Parce que, à rappeler que quand tu vois tes règles souvent, ça, toutes les filles en ont subi, je dirais. Moi, je sais déjà de quoi vous voulez parler. On te dit, quand tu t'approches d'un homme, et tu vas tomber enceinte. Donc, il y a la curiosité qui est là. Et il y a ta petite soeur qui va, ah, ma soeur s'est approchée d'un homme, elle n'est pas tombée enceinte. Donc, je vais m'approcher. Et maintenant, quand tu ne l'informes pas jusqu'au fond, et ce qui la permet de tomber enceinte, elle va dire, bon, maman m'a dit que quand je touche un garçon, je vais tomber enceinte, je ne suis pas tombée enceinte. Donc, je vais essayer, je vais quand même chercher la source de ce qui fait que je tombe enceinte. Vous voyez, donc, il faut vraiment enlever ce code. Il y a les codes, les parents nous parlent en et code. Et ça se passe toujours en Afrique. Moi, je me rappelle que je m'isolais au fond de la salle. Quand même un ami avec qui j'ai l'habitude de manger à la cantine venait. Ah, allons manger à la cantine, qui ne savait pas du tout j'étais en menstru ou pas. Je dis, non, je mange pas. À 12 ans déjà, je créais une petite maladie pour rentrer à la maison. Parce que et souvent, il y a nos parents, on nous fait peur aussi. Il y a la société qui nous fait peur pour dire quand il y a trop d'approche entre ton papa et toi, il peut abuser de toi. Donc, vous voyez, non? Donc, souvent, mais il y a les gens qui le disent aux petites filles. Ou bien quand ta fille est là, elle joue avec son papa, il y a le voisinage qui dit ta fille est trop proche avec son papa. Donc, vous voyez, donc il faut vraiment un lavage de cerveau. Franchement, un lavage de cerveau. Parce que nos coutumes, nos religions, nos traditions, franchement, ça crée quelque chose. Oui. C'est ce qu'on appelle bombe à retardement. Mais en tout cas, on va toujours rebondir sur le sujet du jour qui est, donc, on parle de viol sur mineur et comment punir le violeur. Hein. Nous allons aller donc avec la deuxième phase qui est le confessionnal pour vous poser des questions un peu plus particulières à vous. C'est tout à l'heure après le générique. Okay. Le confessionnal, donc, pour des questions particulières, notre invitée du jour, c'est Madame Odia Kouroma, qui est la fondatrice et directrice exécutive de l'ONG Agir pour la santé sexuelle en Guinée. Je récapitule. Donc, c'est qui vous êtes réellement à la maison. Vous avez dit vous êtes mariée, mère de 2 enfants, vos 2 jolis garçons. Hein? D'accord. Ouais. Et qui vous êtes réellement? Quelle est votre personnalité? Je suis cette femme qui est mariée parce que moi, quand j'avais 3 souhaits. D'accord. Le premier, c'est de finir mes études, avoir un travail et me marier. Et je suis me marier avec un homme qui me comprend, en fait. Donc, c'est pas chose aisée, nous le savons surtout. Et quand tu vis dans la belle famille, c'est pas facile. Il y a d'autres qui croient en ce que tu fais. Il y a d'autres aussi qui pensent que tu dois être cette femme soumise et rester à la maison. Et des fois, ils
ces personnes collent la soumission et le fait de rester à la maison. Voilà, rester à la maison et chercher la bénédiction, en fait, pour que tes enfants, parce que c'est ce qu'on dit souvent. Donc, voilà. On dit souvent que plus la femme souffre, plus ses enfants seront bénis. On a compris. Nous, on va casser ce mythe. On va casser ce mythe-là. Donc, moi, je pense que tu peux vaguer à tes activités sans vexer personne, dans le plus grand respect, en faisant comprendre à ton entourage, à ta belle famille, à ta famille, que tu as une mission dans cette vie. Donc, à leur pousser à t'accompagner dans ce que tu fais. Et bon, des fois, on me dit souvent, tu es tout le temps sur la défensive. Et quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Oui. Quel que soit le chemin, mais je l'obtiens. Et au jour d'aujourd'hui, avant, c'était pas chose easy, je n'avais pas compris les tic-tac, mais maintenant, là, j'échange avec ma belle famille et je leur fais comprendre que la femme ne doit pas rester tout le temps à la merci de l'homme. Il faut sortir, il faut prouver, en fait, il faut vraiment montrer ta place, même si tu n'es pas là. Cet homme doit savoir que tu avais une place dans cette maison. C'est ça. Il doit connaître en fait, il doit connaître ton absence dans cette maison. Sentir réellement son absence dans la maison. Voilà. Moi, même quand je fais 2 jours quand je voyage pour les activités, et souvent, il y a les petits frères de mes maris, la famille, on m'appelle, on t'a pas vu, il y a même mes belles-mères qui disent, tu n'es pas là, parce que j'ai créé maintenant cette ambiance. C'est ça. En fait, dans le plus grand respect, en leur prouvant que j'ai une mission. Donc, il faut qu'elle m'accompagne. Rester à la maison ne va pas m'aider à remplir cette mission. Donc, j'ai fait un lavage de cerveau. Voilà. Donc, et ça a marché. Et ça a marché, oui. Bien sûr. Et vous l'avez dit tout à l'heure, là, il faut, déjà, dans le mariage, on se complète. Ouais. Et l'homme, on ne parle pas de 50-50 ici. Moi, je ne suis pas adepte de 50-50 là. C'est ça. Mon argent, c'est mon argent. Son argent, c'est notre argent. C'est notre argent. Voilà, donc justement. Donc, mon mari, tu dois travailler pour moi. Et puis, mon argent, là même, je mange seul. Si je veux, je te donne. mais au-delà de tout ça, en tout cas, on doit aider le mari dans ses tâches parce que c'est vraiment rude. Et puis, il faut accompagner la belle famille, il faut les aider, les chouchouter, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Là, vous avez joué avec les émotions. Et maintenant, vous êtes arrivé à votre fille. En tout cas, c'est un très bon exemple, un très bon conseil pour vous qui nous suivez. Donc, la deuxième question, votre rêve d'enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire avant? Et avant, je rêvais de travailler dans les banques. D'accord. Comme je l'ai dit au début. D'accord, dans les banques. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai su que j'ai une mission. Et cette mission, c'est d'aider ma communauté. D'accord. Et parce que moi, je n'ai pas carrément commencé avec la santé sexuelle et reproductive. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de balai citoyen. Oui. Voilà, oui, exactement. Justement. Donc, souvent, quand il y avait des manifestations sur le terrain, petite, bon, parmi les hommes, j'étais là. J'étais au Carrefour Sirage pour visualiser en fait ce qui se passait entre les militaires et les jeunes et relayer les informations, donc pour faire un rapport afin d'interpeller les institutions pour sensibiliser non seulement les jeunes et aussi les militaires. D'accord. Donc à comment réagir. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite je suis partie aussi dans l'assainissement. D'accord. Donc, dans l'assainissement. Et après, il y a l'histoire de cette amie qui m'a vraiment marché dessus et ma propre histoire. Donc, je me suis dit que, parce que quand j'ai vécu ma propre histoire, maman n'était pas là. Je n'ai pas eu quelqu'un pour m'écouter. C'est ça. Et je me suis grouillée à travers une amie de maman qui me conseillait. Donc, je me suis dit, si moi j'ai vécu cette situation... C'est qu'il y a d'autres aussi qui vivent la même chose ou plus pire que justement. Moi. Donc, je me suis dit, il faut que je sois la voix de ces filles. Il faut que j'informe aussi ces filles. Je leur pousse à dénoncer, à ne pas se taire. Et quelle que soit la difficulté, et
avec accompagnement ou sans accompagnement, Oui. quand on voit que nous avons de la conviction, et ils vont venir nous accompagner. Il faut juste avoir le déclic, donc les gens viendront. Mais rester sans rien dire non, je vais le faire. Ta petite voix, tu suis... Bon, les gens vont te prendre à la légère. Donc, lance-toi et ça va aller. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je dis Alhamdulillah et tout va bien. Tout va bien. En tout cas, on remercie le bon Dieu. C'est quoi votre plus grande peur? D'échouer. L'échec. L'échec est... Par exemple, quand je me dis... il faut... En fait, je pars pour changer la mentalité de cette personne, mais je ne réussis vraiment pas. Non, je ne vais pas avoir l'esprit tranquille. Parce que je me dirais que ma mission n'a pas marché. Si cette personne n'a pas accepté d'avoir un lavage de cerveau, et il va aussi inciter d'autres personnes à le faire. Et ça va être continuel parce que c'est un virus en fait. C'est un virus. C'est vraiment un virus. Voilà. Donc, et quand je veux atteindre quelque chose, il faut que je l'atteigne, quel que soit et le chemin à emprunter, je vais le faire. Tant que je n'atteins pas, est-ce que j'ai à faire? Je n'ai pas l'esprit tranquille. C'est ça. Oui. En tout cas, c'est l'échec. Justement, c'est l'échec. Mais quand on échoue une fois, peut-être qu'on apprend aussi. Oui. Donc, l'échec n'est pas, disons, une fin en soi. On apprend tout de même. C'est quoi la plus grande leçon de votre vie? Qu'est-ce que la vie vous a appris? D'accord. Et la vie m'a appris que, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous avons enduré, et quels que soient les freins, croyons en la volonté de Dieu. D'accord. Et agissons, et notre jour viendra. Donc, comme on le dit, chacun son tour chez le coiffeur. C'est ça. Donc, moi, la vie m'a appris plein de choses, mais elle m'a appris que tout ne s'arrête pas là. Et que tout a une fin. Donc, moi, je remercie la grâce de Dieu parce que même si ça ne va pas, et quand j'implore sa grâce, et il vient en aide. Il vient en aide. Même si, en fait, même si ce n'est pas immédiatement, mais il le fait quand même. Donc, parce que c'est lui seul qui connaît le bon moment. Le bon moment. Justement. Donc, moi, la vie m'a appris beaucoup de choses. C'est quoi votre plat préféré? La question de plat préféré, là, en tout cas, ça fait rire beaucoup de gens. Les personnes amoureuses du manger. Bon, moi, c'est du fonu avec la sauce de gombo. Je ne sais pas si... Oui. Voilà. D'accord. Gombo avec l'huile rouge ou bien avec... pardon. Je ne sais même pas comment dire ça. Sans huile. On dit... gombo en malin, on dit gamboura. Namaramuru. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Je vois. Donc, ou on appelle aussi gambouda, je pense. Oui, justement. Oui. D'accord. Donc ça, vous en raffolez. Oui, très bien même. Oui. D'accord. Et c'est quoi vos talents cachés? Est-ce qu'il y a une activité que vous savez faire, quelque chose que Oui. Et la restauration. D'accord. Et bon, si vous voyez aussi que je suis trop ancrée dans les ONG, souvent il y a les ONG qui n'ont pas de financement. D'accord. Donc, quand il y a question de restauration, je le fais avec la Jeune Chambre, je le fais avec Femme Talent. Donc, quand il y a une question de restauration, il n'y a pas un budget aussi et un bon budget pour ça. Oui. Donc, je me dis que comme je sais préparer, et vous apprenez la cuisine. Donc, je propose un montant. Je fais la restauration comme il se doit. Et je viens, je sers et au sein de ces ONG dans lesquelles je suis. D'accord. Donc, c'est la restauration. Et je sais aussi tresser. Hein. Ça marche. Donc, le jour où vous serez fatigué, peut-être de travail, on n'espère pas, parce que ce sera un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, là, vous avez peur d'échouer. Donc, on n'espère pas en tout cas, mais le jour où vous voulez vous retirer pour laisser peut-être la place aux autres, voilà, vous allez peut-être tresser, vous allez continuer dans la restauration, en tout cas dans un domaine qui vous plaira. Ah oui, Inch'Allah. Alors, est-ce qu'à un moment, vous avez voulu abandonner? Oui. Et comment ça s'est passé? D'accord. Et
j'étais là, je n'avais pas toutes les informations sur la santé sexuelle, sur la sexualité, sur la vie de couple. Donc, quand je me suis mariée directement, j'étais enceinte. Jusqu'à 4 mois, je ne savais pas que j'étais enceinte. D'accord. Et je voyais mes règles normalement. Donc, c'est une fois, j'avais mal. J'avais ma copine au travail qui m'a dit, va à l'hôpital. Tu as éclairci, va regarder qu'est-ce qui ne va pas. Je suis partie à l'hôpital, on m'a dit directement, madame, prenez un carnet rouge, vous êtes enceinte de 4 mois. J'ai dit, non, je vois mes règles. Pourtant, on nous a enseigné que quand tu as tes règles, tu ne peux pas tomber enceinte. Et maintenant, en fait, je n'ai pas accepté. D'accord. Donc, de discussion en discussion, ils ont appelé leur chef qui est venu, qui m'a dit d'appeler mon mari. Et il lui a fait comprendre que oui, je suis enceinte, ça existe, le déni de grossesse, comme ça, il a expliqué. C'est le déni donc, de grossesse. je portais des talons, des pantalons serrés, tout et tout. J'étais très bien à l'aise. Donc, aucun effet d'une femme enceinte. Et donc, le docteur a suggéré que je reste à la maison. Jusqu'à ce que j'ai eu une bonne position parce que j'avais fait l'échographie et il y avait des complications. Donc, je ne partais plus au travail. J'étais à la maison. Moi qui aimais sortir là. faire des activités, j'étais à la maison et ça n'allait vraiment pas. Donc, jusqu'à ce que j'ai accouché et moi, j'ai eu presque 1 semaine de contraction en fait. D'accord. Pour accoucher. Et au final, j'ai accouché par césarienne parce que je n'entendais plus, je ne voyais plus. D'accord. Donc, par césarienne. Et quand j'ai accouché, il y a tout ce qui va avec, comme je vous le disais, avec la belle famille, bien avant que je ne puisse prendre le lit. Donc, prendre soin de l'enfant ou travailler. En fait, il y a la confiance. En fait, c'est pas toutes les femmes qui acceptent de confier leur enfant à d'autres personnes. Donc, je me demandais le choix entre mon enfant et le travail. J'ai choisi mon enfant. D'accord. Donc, j'ai passé 1 an et demi à la maison et je cherchais du travail. Mais chaque fois quand je partais pour le travail, et on me disait, oui, il y a le travail, mais pas avec l'enfant. D'accord. Donc, je suis restée comme ça jusqu'un jour, il y a une amie qui m'a contactée. Elle dit, tu veux travailler? Oui, mais le salaire n'est pas comme tel. Je dis, quel que soit le salaire, si on accepte que je parte avec mon enfant, il n'y a aucun souci. Donc, je partais au travail avec l'enfant. Et je suis tombée enceinte encore pour mon 2e enfant. Le premier n'avait que 8 mois, sans le savoir aussi. D'accord. Sans le savoir. Donc, pour vous, en tout cas, c'est une complication avant de savoir réellement que vous êtes Oui, parce que en fait, il n'y a aucun signe de grossesse, pas de vomissement, ni rien, pas de fatigue, rien en fait. Pas même de ballonnement de ventre. Rien, je suis carrément... Je prends mon premier enfant, je le mets au dos, je pars au travail, je rentre le soir, je fais toutes mes activités. Mais, non. Donc, il y a la grossesse, il y a l'enfant, je pars au travail. Et je continuais comme ça. D'accord. Et jusqu'au... Bon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et quand le 2e enfant aussi est venu, et là où je travaillais, j'ai dû abandonner parce que j'étais seule. Et ça, vous avez appris à quel mois que vous étiez enceinte pour le 2e geste? Presque, c'était à 7 mois. Hein? Ah bon? Oui. À 2 mois de l'accouchement déjà? Oui, je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Parce que moi, mon ventre, il ne sort pas, je ne sais pas. Et donc, j'ai fait... Il y a mon frère maintenant, soucieux de mon avenir, parce qu'il sait ce que je veux réellement. Et il y avait sa petite, parce qu'au village, là-bas, il n'y a pas d'école. Il y a sa petite qui était avec elle, qui partait à Sigiri dans les zones pour... D'accord, voilà, avec les une petite orpailleurs, donc et il m'a dit, j'ai ma fille, je veux que tu la prennes, d'accord, voilà, t'aider dans tes tâches. Oui. Mais je me suis dit que oui, ok, je milite pour les droits des jeunes filles et femmes et la garder avec moi à la maison pour mener les tâches et moi je vague à mes activités, c'est pas quelque chose de bien. Mais Dieu faisant les choses, il y a ma belle-sœur qui a son atelier dans notre cour. D'accord. Donc,
il est là avec les enfants. Elle est là avec les enfants. De l'atelier, elle travaille. Les enfants et en fait, elle traverse entre les deux. Donc, c'est comme ça jusqu'à ce que les enfants ont grandi et maintenant, ils partent à l'école de 7h à 17h. La petite aussi vague à son atelier et moi aussi, je vague à mes activités. Donc, ça n'a pas été chose aisée, mais avec le soutien familial et les amis autour. Donc, je me suis retournée aussi dans la lutte. C'est bien. En tout cas, belle lutte. Hein? Ce que vous venez de dire, en tout cas, ça encourage et puis ça inspire d'autres personnes aussi qui ne connaissent pas le délai de grossesse. Il faut le dire. Il faut surtout l'instaurer dans vos campagnes de sensibilisation, etc. Parce qu'il y a d'autres, jusqu'à l'accouchement. Je vous dis, c'est le jour où elle accouche. J'ai vu tellement de vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a une femme, elle se saoulait tellement. Donc, un jour, elle était enceinte. Elle ne savait pas parce que cette fois-ci, j'explique un peu, l'enfant, au lieu d'être dans le ventre, est dans le dos. Donc, c'est comme ça le délai de grossesse se présente. Donc, un peu dans le dos. Donc, le ventre ne se ballonne pas forcément. Et on n'a pas de nausée. On n'a pas de changement, en tout cas physique, jusqu'au moment où ça veut se présenter. Et la femme, elle quitte, voilà, comme habituellement, elle était dans les boîtes de nuit et tout. Donc, elle rentre chez elle, elle dort. Elle se réveille pour aller aux toilettes afin de faire ses besoins. Il y a quelque chose qui sort. Il y a le sang, il y a tout ce qui vient avec, comme on dit, les os. Donc, il y a les os et tout. Mais ça, c'est quoi ça? Voir un bébé sortir. Elle a crié, elle pensait que c'était quelque chose de diabolique. Elle a crié. Elle a crié sur de toutes ses forces. On l'évacue à l'hôpital, elle part. Elle dit au médecin qu'elle ne veut pas de l'enfant. Que parce qu'elle n'a pas connu réellement, voilà, elle n'a pas senti voilà, ce feeling-là déjà avec le bébé et puis l'atmosphère là et tout. Donc, mais après 3 mois, 4 mois après, elle partait à chaque fois dans l'orphelinat voir le bébé. C'est là, elle s'est familiarisée, elle a récupéré son enfant. Donc, le délai de grossesse, ça existe et d'autres, c'est le jour même de l'accouchement. Et puis, il y a tellement de témoignages sur ça. Il y a une femme qui a fait ses 3 bébés comme ça. Le jour même de l'accouchement, c'est là elle sait qu'elle était enceinte. Donc, ça existe bien. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est naturel. Mais voilà, si une femme sait par exemple qu'elle a ça, il faut à chaque fois qu'elle aille se faire consulter. Voilà, faire des échographies et ça va passer. Donc, une dernière question, une avant-dernière question pour vous dans ce confessionnal. Avec une somme de 600 millions, que ferez-vous aujourd'hui? Et la première chose, c'est de créer un espace sûr et safe pour les jeunes. Et un espace qui leur permettra de venir défouler tout le mal qu'ils ont dans leur tête, se confier et mettre en place des professionnels pour les écouter. Et la deuxième chose, c'est de former les professionnels de santé surtout. Et parce que il y a des médecins, et non, pas des médecins, il y a des sages-femmes ou bien il y a des infirmières qui rejettent des jeunes filles. Par exemple, une jeune fille vient et expliquer, en fait, qui est en grossesse, qui veut se faire avorter, on te juge. Et eux qui sont censés t'accompagner ou te donner des conseils, te rejettent. Ou bien une jeune fille qui vient pour se faire planifier, on te demande, toi, une petite fille comme toi, pourquoi te faire planifier? Est-ce que tes parents savent? Même si tu as dépassé l'âge, on te pose toujours ces questions, puis on te regarde d'une manière... Voilà. Et là, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de mettre un montant pour soutenir les personnes. En fait, l'aspect psychologique. Psychologique, justement, j'allais en venir. Merci, l'aspect psychologique et de ces victimes, en fait. Donc, les accompagner et avec tout ce qui va avec. Donc, ça sera les 3 priorités. D'accord. En tout cas, Dieu pourvoira. On pense, oui, on espère que ça va aller. Regardez la caméra qui est là et dites à tous nos téléspectateurs, auditeurs, auditrices, si vous avez été sincère avec nous dans ce confessionnal. Très, très sincère. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. On va aller avec la phase finale tout à l'heure là. Et bien avant, on va essayer encore de récapituler le sujet du jour sur lequel déjà on va débattre. On parle de viol sur mineur et comment punir le violeur. Si on doit le castrer, voilà,
le faire subir exactement des peines. En tout cas, on aura besoin de vos avis et puis de vos interventions. Les messages, c'est le 612 36 36 12 et les appels, c'est le 612 36 36 11 tout à l'heure après le générique pour la phase finale. Nous voilà donc dans la phase finale de ce grand entretien. Notre invitée de jour, Madame Odia Kourouma, fondatrice et directrice exécutive de l'ONG Agir pour la santé sexuelle en Guinée. Donc, votre mot de la fin aujourd'hui, surtout, qu'est-ce que vous diriez à toutes ces jeunes filles qui vous voient comme modèle et à toutes les femmes aussi qui vous voient et qui sont témoins de votre combat sur le terrain, de tout ce que vous faites? D'accord. Et pour terminer cet entretien, j'ai un message d'amour et de courage et pour toutes les filles et toutes les femmes qui m'écoutent sur cette radio. Alors, et aux femmes, aux filles, nous avons de la valeur, nous avons des droits et nous avons notre place. D'accord. Et aux filles, ne laissons personne et enterrer notre lumière. Et aux femmes, restons unis, soudés et pour unifier nos voix. Et bon, en fait, je pourrais dire qu'ils ont voulu enterrer nos voix, mais ils n'ont pas su que nous sommes des grains. Donc, c'est ça. Et quand on enterre les grains, voilà, ça pousse naturellement. Donc, ça pousse. Donc, et restons unis et en unifiant nos voix et nous aurons gain de cause. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Merci. En tout cas, je pense que le message est très bien passé et que les gens ont écouté. Ils ont aimé votre intervention. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aller, chers tous, avec la prochaine rubrique qui est l'info de chez toi pour traiter des informations fraîches de la Guinée, de l'Afrique et du monde avec vous tout à l'heure après le générique.